Bienvenue donc à tous et à tous pour ce grand format, ce premier grand format à l'IREMO, qui est donc consacré au numéro 125 de la revue Confluence Méditerranée, intitulé Tunisie, arrêt sur la transition, qui est donc le dernier numéro sorti, qui est sorti en août. Et donc il y a un numéro que j'ai eu le plaisir de coordonner avec Jean-François Coustillère, qui essaye de faire un peu un état des lieux de la situation tunisienne, notamment depuis le 25 juillet 2021. Un numéro qui se veut pluridisciplinaire, parce qu'on traite d'un ensemble de thématiques allant de la structure du pouvoir qui a évolué depuis le 25 juillet jusqu'aux thématiques environnementales, même à l'organisation de la lutte féministe en Tunisie, ou encore à la question des Noirs tunisiens. Et donc, cet après-midi, qui va donc avoir lieu jusqu'à 18h, va être composé de 2 tables rondes. Une première sur les questions politiques, retour en arrière sur la situation politique tunisienne, et une deuxième table ronde sur les questions migratoires. On aura donc une première table ronde d'1h30 jusqu'à 16h environ. On va prendre une petite pause de 15 minutes entre les deux et une autre qui commencera aux alentours de 16h15. Voilà. Et je vais donc laisser la place directement à la première table ronde qui sera donc modérée par Jean-Paul Chagnolot avec Chéri Ferjani et Atem Nafti. Merci beaucoup. Il s'agit donc de faire, comme l'a dit Manon, on inaugure cette formule qu'on a appelée les grands formats, c'est-à-dire 2 tables rondes dans l'après-midi du vendredi. On en fera peut-être une fois tous les trimestres ou tous les 2 mois, on ne sait pas, sur des thèmes d'actualité. Et il y a encore quelques temps, la Tunisie était au cœur de l'actualité pour plein de raisons. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'allais dire, un drame vient chasser toutes les réflexions sur la Tunisie. Tout le monde est évidemment aujourd'hui très focalisé pour de bonnes raisons sur le Proche-Orient. N'empêche qu'il y a des questions majeures qui se posent en Tunisie. Et donc, je crois que c'est très important de faire ce grand format qui est donc issu de ce très bon numéro. Je le dis parce que j'y suis pour rien, c'est eux qui ont travaillé. Et il y a donc 2 des contributeurs, enfin 4, puisque pour cette table ronde, il y en a 2. Donc, Chéri Ferjani, on se connaît depuis déjà quelques mois, on va dire quelques années, peut-être quelques décennies si j'étais pessimiste. Donc, je suis très content de t'accueillir ici. Et puis, Atem Nafti, on s'est vu il n'y a pas très longtemps, dans un midi, à propos d'un de vos bouquins. Donc, ce sont 2 excellents spécialistes de la Tunisie auxquels je vais tout de suite laisser la parole. Alors, la règle du jeu, c'est que je vous laisse un certain temps chacun, pour être précis, peut-être un quart d'heure, 20 minutes peut-être. Puis après, c'est important d'avoir un débat. Si on s'arrête autour de 16 heures, qu'on laisse au moins 3/4 d'heure de discussion, à la fois avec ceux et celles qui sont présents ici et ceux évidemment qui sont en ligne. Si vous êtes d'accord avec les règles du jeu, vous êtes d'accord, je vous en remercie. Donc, mon cher Chérif, je te laisse la parole en premier et tu as 15-20 minutes, ok? Bien. C'est parti. Ma contribution à ce numéro porte le titre de Karib d'Ancilla, la transition tunisienne de Karib d'Ancilla, d'une expression de la révolution conservatrice à une autre. Mon travail est inspiré par un livre que j'ai commis il y a 2 années, intitulé Néolibéralisme et révolution conservatrice depuis 2002-2016, mon approche de l'islam politique en Tunisie a évolué vers le rapprochement avec les expressions de la révolution conservatrice au nord comme au sud, à l'est comme à l'ouest. Et donc, je ne voulais pas participer à ce numéro sur la transition en Tunisie sans donc faire l'état des lieux, cette transition à l'intérieur de la transition, de la première expression de la révolution conservatrice qui était l'islam politique, avec Nada et ses alliés, à la deuxième expression de la révolution conservatrice incarnée par Kais Saïd et la nébuleuse de mouvements qui le soutiennent, qui sont une autre expression, comme je l'ai développé dans mon article. La révolution conservatrice, depuis son avènement dans le contexte de l'entre-deux-guerres
en Allemagne avait deux courants principaux, un courant religieux issu du christianisme politique dont est issu Carl Schmitt, et une autre expression nationaliste allant de l'extrême droite, voire à une certaine gauche, le national-bolchevisme qui voulait régler son compte à la République de Weimar, accusée de la défaite de l'Allemagne, de la capitulation de l'Allemagne au traité de Versailles. Et donc, depuis ce moment-là, il y avait deux expressions. Et j'ai rapproché, le rapprochement n'est pas fortuit, au même moment sont apparus un mouvement en Inde qui s'exprime en termes d'hindouisation de l'Inde, un mouvement en Égypte pour qui c'est l'islamisation de la société, de l'État, des mœurs. Et j'ai montré les accointances, les mêmes revendications que la révolution conservatrice, la théorie du complot contre la communauté qui va sauver l'humanité, donc complotisme, communauté interprétée comme étant au centre, l'Allemagne et l'Italie, le centre par rapport à l'Est et à l'Ouest, ni Est ni Ouest, mais le centre. Dans l'islam politique, on trouve la même communauté du milieu et retour pour les uns à la germanité des forêts ou à la Russie tsariste ou à l'Inde avant la rencontre avec d'autres cultures, notamment avec les Moghols, avec l'islam, et donc qui a altéré l'identité de la culture et donc retour à l'origine, à la pureté. En islam, c'est pareil, retour à la génération coranique, dirait Saïd Qutb. Donc on retrouve les mêmes thèmes, les mêmes jusqu'à maintenant dans toutes les expressions de la révolution conservatrice, que ce soit en Amérique, dans les pays nordiques, en Russie, en Inde, dans les pays musulmans. Donc, c'était une première expression qui était l'identité exprimée en termes religieux. Le projet est exprimé en termes religieux. Kais Saïd appartient, même s'il n'exclut pas complètement le religieux, c'est un conservateur et on a vu ses positions sur la question de l'égalité en héritage entre les hommes et les femmes. Donc, et donc, pour moi, et peut-être que je terminerai là-dessus, il n'est pas question, ce serait une erreur de s'appuyer sur une expression de la révolution conservatrice pour combattre une autre expression de la révolution conservatrice. Moi, je peux rapprocher aussi ce qui se passe aujourd'hui en Israël. Les partis d'extrême droite identitaires, c'est une forme aussi d'expression de révolution, une des expressions de la révolution conservatrice en termes juifs, mais vous pouvez la décliner dans tous les termes. Donc voilà, j'ai dit, il ne peut pas combattre une expression de la révolution conservatrice en s'appuyant sur une autre, et il ne s'agit pas, au nom de l'horreur que représente aujourd'hui le régime de Kais Saïd pour les libertés, pour la liberté d'expression. On entend tous les jours, il y a des journalistes qui sont convoqués, donc à tous les niveaux, il y a des choses à remettre en cause. Je ne connaissais pas Kais Saïd avant qu'il ne soit candidat à la présidence, et il se trouvait qu'au moment où il faisait sa campagne électorale à travers des interviews, j'étais en train de travailler sur Carl Schmitt pour la révolution conservatrice. Et mon article a été « Kais Saïd a-t-il lu Carl Schmitt ?» Parce que effectivement, je retrouvais tout le discours de Carl Schmitt dans le discours de Kais Saïd. Je ne sais pas s'il l'a lu toujours. Ses collègues me disent que c'est un fainéant, il ne lit pas. Ses étudiants m'ont dit qu'il l'a enseigné dans ses cours. Donc, on ne sait pas. En tout cas, il n'est pas
prolixe ni en écriture ni en discours théorique pour savoir ce qu'il en est. En tout cas, on trouve tous les ingrédients de Carl Schmitt quand il a fait l'éloge de l'État fasciste et censé devenir de l'État fasciste, dans Le Gardien de la Constitution à propos de Hitler, dans théologie politique, dans sa théorie de la Constitution, on trouve vraiment tous les concepts clés, le décisionnisme, tous les concepts clés de la pensée de Carl Schmitt chez Kais Saied. Donc, au nom de rejet de Kais Saied, je ne peux pas absoudre les 10 années que la Tunisie a souffert sous la conduite des islamistes. Et c'est pour cela que j'ai intitulé ma contribution La transition tunisienne de Karib Ansila, parce que pour moi, c'est ça. Il y avait une révolution qui a été l'un des premiers numéros de confluence en Méditerranée après le printemps arabe, que j'ai dit que la révolution était portée par des aspirations démocratiques et sociales, mais très vite, la surenchère du discours identitaire a marginalisé les revendications sociales et démocratiques de la révolution et préparé le terrain à l'accès au pouvoir des islamistes, première expression de la révolution constitutionnelle, selon mon analyse, que d'autres peuvent contester, bien sûr, c'est mon point de vue. Voilà ce que j'avais à dire en guise d'introduction. Avant de passer la parole à thème, juste une question, moi, qui m'obsède, parce que c'est un pays que je connais bien pour plein de raisons, j'y ai vécu, tout ça. Comment expliquer que ce personnage, Kais Saied, que tu sembles porter au nul, eh bien, comment expliquer qu'il soit finalement assez populaire? Parce que j'étais en Tunisie il y a quelques semaines, enfin au mois de juillet, et j'avais le sentiment que s'il y avait une élection présidentielle, d'après ce que j'entendais, d'après ce que je disais, il avait des chances de repasser, alors qu'on voyait bien ce qu'il avait fait et ce vers quoi il allait. Donc ma question, enfin je la pose aussi à thème tout à l'heure, hein, comment expliquer ça vraiment? Pour moi, c'est un peu un mystère. C'est peut-être de ma part une illusion démocratique, je ne sais pas. Alors, très important de dire que comment il est porté aujourd'hui, mais comment il est arrivé au pouvoir. Et très important aussi de le rappeler. Kais Saied ne serait pas arrivé au pouvoir s'il n'y a pas eu une mascarade de partitocratie dans le Parlement qui a fait rejeter, et présenté comme étant une démocratie, fait rejeter à la population. Il y a un Américain qui a écrit un article récemment sur le soutien des militaires, pourquoi les militaires ont soutenu Kais Saied pour faire son coup du 25 juillet. Il a rencontré des militaires, ce n'est pas n'importe qui peut rencontrer des militaires tunisiens pour leur poser ce genre de questions. Et ils lui ont dit que c'est par rejet des partis politiques qui étaient représentés au Parlement avant le 25 juillet, entre 2011 et 2021, qu'ils n'en pouvaient plus. Ils ont soutenu Kais Saied pour qu'il fasse. Autre chose, très important de le rappeler, Ennahda ayant perdu les élections législatives en 2014, ayant perdu les élections, donc se sentant, elle a perdu entre la constituante et les élections de 2019, presque 1 million de voix. Donc c'est très important de le rappeler. Ennahda a joué la carte de Kais Saied. Dans le premier tour, Ennahda a divisé ses voix. Ghanouchi ne supporte pas le candidat d'Ennahda qui est Mourou. Il a donné l'ordre de voter pour Kais Saied en pensant que Kais Saied, n'ayant pas une assise partisane, il n'y a pas de parti qui le soutient, il en fera ce qu'il avait fait de Monsef Marzouki. Ce sera un pantin entre les mains d'Ennahda à la fin.
là, je crois qu'ils se sont trompés. Deuxième tour, ils ont appelé carrément à voter pour lui. Donc, Kais Saïd ne serait pas là s'il n'y avait pas, l'expérience négative, l'image de la démocratie présentée par 10 ans de parlementarisme, parlementarisme sans contre-pouvoir absolu. C'est-à-dire, ils se sont opposés à la constitution de la Cour constitutionnelle dans l'espoir qu'il pourrait continuer à tirer les ficelles du jeu et personne ne jouera un contre-pouvoir institutionnel. Ils ne s'attendaient pas à ce qui est arrivé le 25. Alors, il est populaire à cause de ces 10 ans, les gens le disent, on ne veut plus revenir à cette pseudo-démocratie qui était l'expérience de 2011 à de 2021, qui était une mascarade. Le Parlement est devenu une arène dans laquelle les différents groupes en arrivaient même aux mains. Et donc, il y avait les questions économiques et sociales ont été oubliées. On ne s'en est pas occupé. La situation du pays s'est dégradée et lui, il joue sur la carte de « je vais vous débarrasser de cette… » C'est le même discours de Carl Schmitt, de Mussolini en Italie contre le parlementarisme, la démocratie représentative et tout cela, c'est le rejet de cela. Et on va, la vraie démocratie, la démocratie directe, la démocratie sans parti, la démocratie sans intermédiaire. Et c'est un discours qui a de l'écho. Ajouté à cela, qui a aussi son discours contre la corruption, qui a effectivement, du temps de Ben Ali, elle était limitée à la famille de Ben Ali et à la famille de son épouse. Après, s'il y a quelque chose qui s'est démocratisé après la Révolution, c'est la corruption. Et il y a eu donc tous les partis et les islamistes s'en sont mis plein les poches. Et là aussi, les gens espèrent, croient en ce discours moraliste de Kais Saïd contre la corruption, sauf qu'on ne voit pas les résultats. Ça fait bientôt 2 ans qu'il a tous les pouvoirs. Hein, il a fait comme Mussolini et comme Hitler, donc accaparer tous les pouvoirs, mais il n'a rien fait. Même la Cour constitutionnelle, il a le pouvoir de la mettre en place, il ne l'a pas mise. Il a dissous des corps, des institutions, mais il n'a pas mis en place la Cour constitutionnelle. Alors voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ajouter à cela, son discours nationaliste populiste pendant le conflit actuel a encore ajouté, il est impossible aujourd'hui de critiquer Kais Saïd sans être attaqué comme étant un traître, un collaborateur. Donc, c'est la situation, elle est, voilà ce qu'elle est. Mais je pense, et je termine là-dessus, Bourguiba n'a pas laissé la place à des contre-pouvoirs institutionnels et à la possibilité de sortir de ce système autrement que par un coup d'État ou par une révolution. Ben Ali a fait pareil. Et Nahda a fait pareil. Kais Saïd aujourd'hui fait pareil. Donc la Tunisie, depuis son indépendance, a mis en place, a vécu avec des systèmes desquels on ne peut pas sortir autrement que par la violence, une forme de violence. Soit un coup d'État, soit la mort, soit donc une révolution. Et je crois que la situation aujourd'hui en Tunisie, précisément, je ne vois vraiment pas aujourd'hui comment Kais Saïd partirait sans une intervention d'en dehors du système. Bien, écoute, après cette conclusion optimiste et ouverte, je vais laisser la parole à Thème, et après on reviendra sur les questionnements. Un quart d'heure, 20 minutes, c'est bon? Ok, très bien. Bon, j'allais commencer…
Merci beaucoup, Chérif. Disons que j'allais commencer par présenter, parce que je réponds aussi un petit peu à la question de la popularité dans l'article que j'ai intitulé Tunisie, un populisme autoritaire sans le peuple et avec le concours des élites. Et pour moi, c'est quelque chose de fondamental aussi, le rôle des élites. J'ai une vision, on va dire, nuancée de ce que tu penses, Philippe, mais tu sais qu'on n'est pas d'accord sur ces points-là. Donc, c'est ce qui fait la richesse du débat. J'apprends beaucoup, surtout sur la révolution conservatrice. J'ai beaucoup aimé ton livre. Après, disons que j'ai une vision légèrement différente. Il y a des choses, évidemment, qui sont claires, notamment sur le personnage de Qais Saïd. Je pense qu'on pense à peu près la même chose, bien qu'il n'y a pas que l'aspect, on va dire, conservateur. Il a aussi, dans sa matrice idéologique, a été formée par des personnes qui viennent de la gauche de la gauche. Donc il y a tout un aspect aujourd'hui. Notre problème en tant que militant de gauche, voire de gauche radicale, c'est que l'adversaire parle nos mots et s'accapare nos mots, ce qui est très très compliqué pour expliquer qu'en réalité, son projet est, y compris sa vision économique, est fondamentalement conservatrice, mais qu'on lui souffle des idées progressistes avec lesquelles moi je peux me retrouver, notamment par rapport aux bailleurs de fonds, pour ne citer que cet exemple-là. Donc le présenter comme un personnage uniquement conservateur ne permet notamment pas d'expliquer pourquoi il agrège des acteurs qui devraient être plutôt de notre côté, qui devraient être plutôt progressistes. C'est-à-dire que quand il parle, Qais Saïd, alors c'est jamais suivi des faits, voire même il y a l'inverse, quand il parle, il utilise nos mots, ce qui rend encore plus difficile de s'opposer à lui, et donc c'est un point très important. Sur la décennie, évidemment c'est là où je vais être en désaccord, c'est qu'il y a un acteur majeur que tu n'as absolument pas évoqué, qui sont les démocrates, et je mets plein de guillemets autour de Béji Caïd Sebsi, qui ont gouverné à minima pendant 5 ans en accord avec les islamistes, qui eux aussi ont bloqué, parce qu'ils n'étaient absolument pas d'accord avec la constitution de 2014, et qui ont tout fait pour qu'il n'y ait pas de cour constitutionnelle. Donc réduire ça au seul acteur islamiste permet d'exonérer des personnes qui aujourd'hui, en plus, pour la plupart, soutiennent le régime en place, parce que dans leur vision aussi conservatrice, c'est une autre vision de la conservatrice qu'on tient pour le coup de Bourguiba, c'est-à-dire une verticalité, un refus de l'expression pluraliste, c'est fondamentalement conservateur, voire réactionnaire. Donc ces acteurs-là, on ne peut pas dire, voilà, les 10 ans, c'était l'œuvre des islamistes, ce serait trop facile. Donc il y a des acteurs qui portent une responsabilité, mais aussi il faut se rappeler que la révolution, un, elle est partie d'un mouvement social, et deux, il y a on va dire un enchaînement des événements qui a fait que la Tunisie ne se transforme pas en Syrie. C'est-à-dire si Ben Ali n'avait pas pris l'avion le 14 janvier 2011 pour partir en Arabie Saoudite, il aurait pu rester et transformer le pays en bain de sang, ce qu'il a commencé à faire. Donc on avait toute une classe politique, que ce soit au pouvoir, donc rodé à l'image très verticale de voilà, on connaît le bien du peuple, c'est pour ça qu'aujourd'hui ces élites-là soutiennent Qais Saïd, parce qu'on a des élites qui ont été formées avec cette idée que voilà, il y a la poussière d'individus, pour citer Bourguiba, qu'on va guider et qui ne comprend pas son intérêt. C'est exactement ce qu'est en train de faire Qais Saïd aujourd'hui. Donc il y a ces personnes-là qui étaient au pouvoir, qui ne connaissent que ça en mode de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on a un fonctionnement vertical, on connaît l'intérêt du peuple et on va agir dans son intérêt, et on retrouve d'ailleurs dans l'excellent livre Hibou, j'ai oublié son nom, Béatrice Hibou, sur précisément le fonctionnement du régime de Ben Ali, elle détecte aussi un fonctionnement schmittien sur on est le bien, ils sont le mal, et on est le juste milieu qui œuvre dans l'intérêt du peuple, et toutes les personnes qui s'opposent à nous, alors soit c'est des dangereux islamistes, soit c'est des dangereux gauchistes, et de toutes les façons, il y a donc nous le peuple, et les autres. Donc c'est un petit peu plus complexe que les simples islamistes qui sont venus, qui ont pourri le régime. Et les personnes qui étaient dans l'opposition ne s'attendaient absolument pas, on n'était pas dans un régime démocratique, c'est-à-dire quand vous avez une alternance démocratique, vous vous préparez vous avez une échéance électorale, et vous vous préparez pour prendre le pouvoir après l'échéance. Là, du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec Ben Ali qui était parti, et il y a eu une sorte de transaction entre la majorité des élites
et les élites déjà en place pour mettre en place ce qu'on appelle la fameuse transition démocratique. Donc, et pendant ces 10 ans aussi, il y a eu un discours aussi conservateur réactionnaire, alors ni islamiste ni populiste, qui n'a eu de cesse que de dire que de toutes les façons, enfin dès le premier jour, on a décrété que la démocratie n'était pas bonne. Il y a ce discours qui a été asséné pendant 10 ans dans les médias pour dire la démocratie n'est pas bien. La démocratie n'est pas bonne. En gros, la populace ne peut pas se gérer, donc il faut qu'il y ait, on a eu par exemple, moi dans mon livre, je parle de ce culte voué aux technocrates. Alors, la figure du technocrate, c'est aussi quelque chose qui a pourri la transition démocratique. Voilà, les sachants qui ont fait X centrales et qui ont travaillé dans des grandes boîtes, et on a même un chef de gouvernement qui voilà, connaissent ont les fichiers Excel, enfin, tout ce qu'il faut pour gérer un pays, et c'est des personnes mais totalement dépolitisées. D'ailleurs, on ne les entend plus du tout aujourd'hui sur la situation. Donc on a eu ça, on a eu un discours qui a, enfin, vous martelez pendant 10 ans que la démocratie, c'est pas bien pour vous. Alors, je ne dédouane absolument pas les dérives qu'il y a eu, mais on a eu une classe politique qui n'était pas prête, ni celle qui était déjà au pouvoir, ni celle qui était dans l'opposition. Elle n'était absolument pas prête à passer à la phase de démocratie. Donc, il y a eu pendant 10 ans un discours qui a donc pourri la transition démocratique, et il y a eu effectivement des gouvernants qui n'ont pas su gérer, pour des raisons intéressées, pour des raisons aussi évidemment, chaque personne qui arrive au pouvoir veut se maintenir. On a eu Béji Caïd Essebsi, s'il arrive, la première des choses qu'il pense faire, c'est, enfin, il arrive à 88 ans, donc il sait qu'il n'est pas éternel, il commence à préparer son fils, par exemple. Donc on a eu tout ça pendant ces 10 ans, donc je ne suis absolument pas d'accord de réduire voilà, il y a eu les islamistes pendant 10 ans, ils ont pourri la démocratie, donc il y a eu ça. C'est un petit peu plus complexe, et les torts sont partagés, évidemment. Je ne vais pas comparer un parti d'opposition qui aussi, par exemple, la question de la corruption, un parti dont je suis assez proche, un parti social-démocrate qui s'appelle Tayyab, a créé ce qu'on appelle l'idéologie de la lutte contre la corruption. Il est sain dans une démocratie de lutter contre la corruption. En faire une affaire morale, c'est paver la route à quelqu'un comme Kais Saied. C'est-à-dire qu'on a moraliser la question de la lutte contre la corruption, et en gros tout le monde c'est vraiment le tous pourri qu'adorent les populistes. Évidemment, ce parti-là, je ne vais pas le rendre comptable autant que Nardaki a été de toutes les coalitions depuis 2011 jusqu'à 2021. Donc, on a eu une classe politique qui, chacune, a à sa manière, en tout cas, a disons, faciliter la tâche à ceux qui, dès le premier jour, ne voulaient pas qu'il y ait une transition démocratique, et qui estiment que, d'ailleurs, en reprenant une idée colonialiste, que je vais le dire crûment, mais c'est vraiment comme ça qu'ils le pensent, la démocratie, ce n'est pas pour les bougnoules. C'est vraiment comme ça qu'ils le pensent. C'est des Arabes qui le pensent. Donc, et c'est un discours que vous entendez facilement, et y compris aujourd'hui chez des soutiens de Kais Saied. On n'est pas fait pour la démocratie. Alors, tout ça, c'est avant le 7 octobre 2023. Là, je ne vous dis absolument pas, avec le double standard occidental, déjà qu'on nous a séné ça, c'est-à-dire vous défendez un modèle hypocrite fait par des Blancs pour des Blancs. Alors, je ne vous dis pas aujourd'hui, bon courage pour essayer de défendre la démocratie libérale. Donc, ça, j'essaye un petit peu de revenir sur pourquoi ça a mal tourné. Le dernier point, un autre acteur très important en Tunisie, plus qu'ailleurs dans le monde arabe, c'est, et là, ce n'est pas péjoratif, je vais utiliser un mot qui est souvent péjoratif, c'est l'État profond. C'est-à-dire que l'État profond, c'est-à-dire qu'en Tunisie, il y a une administration qui a peu ou prou, sous cette forme-là, 150, 160 ans d'existence. C'est-à-dire que on a une composition territoriale, une hiérarchie de l'État déconcentré qu'on pourrait remonter au milieu du 19e siècle. Ça a été le bey qui commandait, puis ça a été l'administration coloniale, puis ça a été l'État parti, c'est-à-dire il y avait cet enchevêtrement entre l'État et le parti. Donc cette administration est consciente d'elle-même. On l'a louée le jour où Ben Ali est tombé, effectivement, Ben Ali part et le pays ne s'effondre pas. Et il n'y a pas une minute de coupure d'électricité ou d'eau. On a une administration qui est consciente d'elle-même, qui a des traditions qui remontent disons à la moitié du 19e siècle, et qui est habitué à travailler avec un donneur d'ordre, le bey, l'administration coloniale, Bourguiba Ben Ali. Et on lui met en place je suis d'accord avec toi, un régime parlementaire, une partitocratie,
où on va, et plus, non seulement, c'est pas seulement le régime parlementaire, c'est le régime parlementaire couplé au mode de scrutin qui va faire que nous allons avoir des coalitions. On ne peut pas gouverner autrement que par des coalitions, et chacun va essayer de placer les siens. Là, pour le coup, tout le monde convoite, par exemple, le ministère de l'Intérieur, parce que tout le monde sait que le pouvoir est là-bas. Et donc, cette administration, qui est habituée à travailler avec un donneur d'ordre, se retrouve avec un ministre d'un parti, son secrétaire d'État est de l'autre parti. Chacun va essayer de mettre les siens, parce qu'on a des coalitions contre nature, les gens ne s'aiment pas, et donc le ministre déteste son secrétaire d'État, etc. Enfin, je vous épargne les détails. Et donc, cette administration vit, à raison et à tort, comme une violence ces 10 ans. C'est-à-dire que d'une part, le fait de la redevabilité, c'est-à-dire que n'importe quel parlementaire qui convoque le ministre pour lui demander des comptes à l'Assemblée, c'est sain dans une démocratie. Quand effectivement la personne le fait pour des raisons, voilà, pour de l'affichage, etc., disons que l'administration l'a mal vécu. Après aussi à tort, parce que l'administration a la même idéologie que nous sommes les sachants, nous savons ce que veut le peuple, nous agissons dans le bien du peuple, et donc il n'a pas interféré, on sait ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, et c'est ce que je dis, entre autres choses, Highside en tout cas peut se reposer sur l'administration. Pourquoi? Parce qu'il lui fiche une paix royale, c'est-à-dire il a 2-3 obsessions dans lesquelles il intervient. Sinon, vous allez voir, par exemple, ça saute aux yeux, par exemple, il y a un discours souverainiste de gauche altermondialiste, et ces ministres continuent leur agenda néolibéral en discutant avec le FMI, en mettant en place, même s'ils disent le contraire, en mettant en place ce que demande le FMI, jusqu'à aujourd'hui, hein, malgré les discours, les rodomontades, les coups de menton du président. On a cette administration qui a compris que voilà, le président, il a 2-3 obsessions, il pense avoir trouvé la formule magique pour que le peuple puisse s'exprimer. Et là, pour le coup, il y a des réformes qui sont en train de passer. Moi, j'ai travaillé, par exemple, sur la réforme des universités, l'autonomisation des universités, qui, pour le coup, est vraiment quelque chose de fondamentalement néolibéral, c'est-à-dire on va permettre aux filières rentables de travailler avec l'industrie. Enfin, on a eu la même chose avec la réforme de Pécresse ici. C'est quelque chose qui a été mis en place sous Ben Ali. Le cadre a été mis sous Ben Ali. Pendant les 10 ans de la Révolution, avec tous ces malheurs, on avait une opposition, on avait des syndicats forts qui n'ont pas laissé passer ça. Kais Saied, ne s'y connaissant pas, a signé un décret que lui a tendu le ministre de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, la moitié des écoles d'ingénieurs sont sous ce statut-là, qui fera qu'il y aura des écoles, on va dire, scientifiques qui auront des fonds, et puis le parent pauvre, comme d'habitude en sciences sociales, donc ça va être les matières littéraires, etc., qui ne rapportent pas d'argent. Donc ça s'est fait sur Highside. Pourquoi? Parce qu'il s'en fout. Donc il a une administration qui gère le quotidien et qui continue avec son logiciel néolibéral. Donc ça, c'est un point important, c'est pourquoi ça s'est fait avec le concours des élites. Ça s'est fait avec le concours des élites, mais sans appui populaire. Ça, c'est le deuxième point que je développe. Donc je suis d'accord avec vous pour dire que les gens le soutiennent, mais en réalité, ils le soutiennent par défaut. Et ça, c'est pas une illusion, c'est pas on va dire, une prophétie autoréalisatrice. Ça, il suffit de s'intéresser aux résultats des élections. C'est-à-dire que lui, il a dit, voilà, Chérif, tu as très bien décrit tout à l'heure, le Parlement, surtout le dernier Parlement, qui pour diverses raisons a donné lieu à des mascarades, il a dit, bon, j'arrête tout ça. Donc, les gens ont dit banco, parce qu'il faut savoir que les scènes que décrivait Chérif tout à l'heure se passaient alors que les gens n'arrivaient pas à accéder à l'hôpital. On était en plein Covid, les gens mouraient dans la rue, on voyait une minorité, encore c'est très important, on voyait une dizaine de députés se filmer et s'agresser même physiquement. Et donc les gens ont dit, OK, on n'en veut plus. Donc il met en place un régime beaucoup plus cadré, etc. Il leur dit, voilà, vous avez un Parlement à votre mesure, proche de vous, avec des députés élus dans des petites circonscriptions, enfin tout ce qu'il faut. Les gens, on a un record mondial d'abstention, 88% d'abstention. La Constitution, avec tout le tapage qu'il y a eu autour, c'est genre, vous votez pour la Constitution, sinon ça va être le retour des islamistes, il fait 30%. C'est-à-dire il n'est pas soutenu, il est soutenu passivement. En revanche, ce qu'il fait, c'est qu'il a une théorie du complot, il a une offre très importante, c'est-à-dire ce n'est pas la petite théorie du complot sur tel sujet, non, il a une matrice de théorie du complot. Là, la crise économique,
c'est un complot ourdi par mon opposition pour vous empêcher de, s'il y a des problèmes d'approvisionnement, c'est pas parce que la note sous-souveraine a baissé, c'est pas parce que on est post-Covid, crise en Ukraine, non, c'est pas ça. C'est qu'il y a des gens qui vous cachent de la nourriture. Et aujourd'hui, il y a des opposants qui sont en prison sans le début du commencement d'une preuve, à qui il est reproché d'avoir caché une nourriture, qui est tellement bien cachée que ça fait 8 mois que personne ne l'a trouvée, cette nourriture. Donc, il y a ça, il y a la théorie raciste du grand remplacement adaptée au contexte tunisien, avec un parallèle très intéressant avec la situation en Palestine, c'est-à-dire ce qu'on leur dit, les Européens veulent se débarrasser des Noirs, il y a des suprémacistes noirs qui estiment que toute l'Afrique doit être noire et que donc vous, arabo-berbères, vous n'êtes pas les bienvenus, il faut dégager, il y a une ultra minorité de gens qui disent ça, on monte tout ça en épingle et on dit, voilà, il va vous arriver exactement la même chose qu'aux Palestiniens quand les Européens voulaient se débarrasser des Juifs et que des Juifs cherchaient un foyer national. Donc les Tunisiens, je parlais avec beaucoup de personnes, y compris des personnes qui ont fait des études, sont convaincus qu'il y a un plan machiavélique qui va, pour le dire clairement, qui va noircir la population tunisienne. Donc, on vous donne ça, on vous explique que les opposants, que tout ce qui se passe mal, c'est de la faute des opposants, que la crise économique, c'est de la faute et des opposants et des Noirs subsahariens, qui, comme il n'y a pas beaucoup de nourriture, il n'y a pas beaucoup de travail, voilà, le discours d'extrême droite classique, les immigrés vous volent votre pain. Et donc, c'est quelque chose de très rassurant. Et je vais récupérer l'argent des corrompus et on rasera gratis demain. Donc, vous avez ce discours, vous le dites à une personne qui n'a pas fait Sciences Po, ce discours qui peut tenir la route parce qu'il est martelé partout, et vous avez le discours, non, on vit une grave crise économique, il faudra en passer par des mesures douloureuses, etc., etc., et il faudra se serrer la ceinture, il faudra travailler davantage, etc., etc. Donc, vous avez les deux, tout naturellement. Moi, si on propose les deux, je préfère la première solution. Voilà, on va récupérer l'argent, vous allez devenir très riche. Le pays, en plus, c'est un pays riche. La preuve, il est entre l'Algérie et la Libye, donc forcément, on a du pétrole et du gaz, mais on vous le cache, les méchants vous le cachent. Donc, on a cette vision-là qui tient. Et on a l'autre vision de, justement, le fait de créer, de multiplier les boucs émissaires, donc les migrants, l'opposition, l'étranger, etc., ça fait que chacun va s'y retrouver. C'est-à-dire qu'il ne va pas agréger sur un projet. Là, on le voit clairement. C'est-à-dire les résultats électoraux, en admettant qu'il n'y ait pas de tripatouillage, mais bon, s'il avait tripatouillé, on a mis d'autres chiffres, on voit clairement que les gens n'adhèrent pas à son projet. Mais en revanche, il agrège sur une somme de rejet. Là, pour le coup, chacun s'y retrouve. Moi, j'ai un problème avec Chérif. Il est dans le collimateur de Saïd. Je serais très content si l'autre Farlik, tu te fais arrêter. Donc voilà comment ça opère. On a une administration qui cherche sa revanche, une administration très liée à l'ancien régime, parce qu'avant on était, comme je vous ai dit, dans le parti État, donc les hauts fonctionnaires, ils ont commencé leur carrière sous Ben Ali. Donc une administration qui n'a jamais toléré cette libéralisation, qui voit plutôt d'un bon œil d'ailleurs aujourd'hui le fait que la parenthèse que nous appelons libérale, que appelle chaotique, est en train de se fermer. Là, il est en train vraiment il va accélérer. Maintenant, il va y avoir une loi anti-ONG, une loi contre la liberté d'expression, toutes les arrestations. Aujourd'hui, à peu près tous les opposants ont leurs représentants en prison. Ça va des islamistes aux anti-islamistes primaires, c'est-à-dire la représentante de l'ancien régime, Abdel Moussi, en passant par des sociodémocrates qui sont arrêtés en vertu de la loi antiterroriste. C'est quelque chose Et on a la nouvelle étape, le nouveau cataclysme démarré le 7 octobre. Déjà, avant, on nous disait vous défendez la démocratie libérale, etc. Le même discours, d'ailleurs, très, très schmittien, vraiment opposé à la démocratie libérale pour un pouvoir fort, etc., qui aujourd'hui, à l'Occident, donne vraiment un cadeau extraordinaire à ces tyrans qui vont vous expliquer que de toutes les façons, le modèle libéral tel que présenté par l'Occident, ça fait le 2 poids et 2 mesures que vous voyez en Palestine et qu'en vrai, on n'est pas fait pour ça. Donc c'est un magnifique cadeau qui est fait à Qais Saïd par les Occidentaux. Donc voilà à peu près pourquoi il tient, à mon sens, aujourd'hui. Merci. Est-ce qu'on a un peu de temps? Est-ce que, Chérif, tu veux peut-être dire quelques mots? Et puis, oui, tu pourrais répondre à quelques mots, mais vraiment brièvement, parce qu'après… Brièvement. Parce que vous êtes à la fois pas d'accord et en même temps convergent, je trouve. Oui, bien sûr. Sur l'idée Tunis, nous sommes le 27 octobre, je crois, aujourd'hui. Oui. 27 octobre 2014. 26. C'était les résultats 26. Mais au lendemain, c'était…
Mon ami Karim Besmaïl, que tu dois connaître, a écrit un post qu'il a un problème. Nida a remporté les élections. Je vais être obligé de m'opposer à Nida, donc à Beji Caïd Sebsi, on va m'accuser de collusion avec les islamistes. Je lui ai répondu le jour même, je l'ai publié aujourd'hui parce que c'est l'anniversaire, Facebook remet. Je lui dis, ne t'en fais pas Karim, ils vont s'allier tous les deux et on va s'opposer aux deux, et aux islamistes et à Beji Caïd Sebsi, ce qui n'a pas tardé d'être fait. L'accord de Paris en 2013 a été celui qui a commandé la suite de la transition avec Beji Caïd Sebsi. Très important de dire. Quand je dis, je parle de deux expressions de la révolution conservatrice. Bien sûr, Beji Caïd Sebsi porte une part de responsabilité avec ce compromis qu'il a fait avec les islamistes. Mais très important de le rappeler. Beji Caïd Sebsi pensait pouvoir faire à Rachid Ghanouchi ce que Rachid Ghanouchi a fait à Mostafa Ben Ja'far, sauf que l'autre, il était plus malin, il a joué sur les problèmes familiaux, la faiblesse. L'ouverture du congrès de Nida Tunis à Sousse en 2016, c'était pas par Beji Caïd Sebsi, c'est Rachid Ghanouchi qui a ouvert le congrès de Nida Tunis à Sousse. C'est pour vous dire que Nahda, effectivement, elle n'a pas été seule aux commandes. J'ai dit que ce soit pendant la Troïka, elle avait deux partis avec lesquels, mais la position hégémonique était celle de Nahda. Après 2014, Beji Caïd Sebsi avait au départ la majorité, mais après très vite, il l'a perdu du fait de l'effritement de son parti et Nahda est devenu majoritaire. Absolument. Donc, sur les 10 années de 2011 à 2000, Nahda était, tu viens de le dire, de toutes les coalitions, mais en position hégémonique. Et c'est pour cela que j'ai parlé, et puis mon propos, c'est de parler des expressions de la révolution conservatrice. Les autres, effectivement, ont une responsabilité. La gauche aussi, elle a sa responsabilité dans ce qui est arrivé. Aussi bien avant, je n'étais pas d'accord avec la coalition du 18 octobre 2005, et qui a servi à Nahda de se donner une aura d'un parti capable. Peut-être le rappeler, ça tout le monde ne sait pas. Pour le c'était des partis de gauche, toute l'opposition, une partie de l'opposition à Ben Ali s'est alliée avec les islamistes pour combattre Ben Ali. Ce qui peut se comprendre, chacun. Moi, personnellement, j'ai mis en garde. Le seul gagnant dans cette affaire, c'est Nahda qui va gagner en légitimité, donc en crédibilité. Vous voyez, nous sommes un parti démocrate, nous sommes capables de travailler. D'ailleurs, Rachid Ghanouchi n'a pas manqué avec des laïcs, voire avec des athées, le POCT, le Parti ouvrier communiste de Tunisie. Donc, c'est très important de le dire. Mais, encore une petite nuance que je vais apporter au propos, le discours de Kais Saïd emprunte beaucoup à la gauche. Oui, Hitler, en 1927, lors du 1er mai, a fait un discours contre le capitalisme pour la classe ouvrière. Mussolini venait du Parti socialiste, il tenait et dans la révolution conservatrice, je l'ai dit, il y avait le national-bolchevisme qui tenait un discours de gauche et qui a alimenté aussi bien le discours fasciste que le discours nazi. Donc, il ne faut pas se leurrer là-dessus. Non, je veux dire, c'est important de le rappeler. Bien sûr qu'il y a des gens de gauche. Le ministre de l'Intérieur vient du Watan. Des patriotes démocrates, l'extrême gauche de l'extrême gauche. Ridalini, conseiller, il venait de l'extrême. Ça, on le sait, mais ce n'est pas nouveau que des partis de gauche s'allient à l'extrême droite, à la révolution conservatrice, justement parce que, par rejet de la démocratie libérale parlementaire. C'est ce qui a motivé les alliances, c'est ceci. D'ailleurs, vous avez aujourd'hui des partis
populistes de gauche en Amérique, en Europe et même en Tunisie. Bardi a écrit un livre faisant l'apologie du populisme, l'éloge du populisme, et il invoque, il implore la gauche de créer un courant populiste de gauche. Donc c'est très important, et toujours avec la référence principale pour le populisme de gauche comme pour le populisme de droite, c'est Carl Schmitt. Le décisionnisme de Carl Schmitt et sa critique de la révolution conservatrice. Bon, on pourra discuter sur d'autres questions, mais c'est pas... Quelques mots en réponse à la réponse. Oui, je suis assez d'accord avec Shrif. D'ailleurs, dans mon livre, je décortique le côté schmittien, la reprise de Schmitt à partir des années 70 par la Nouvelle Droite en France et à partir des années 90-2000 par la gauche radicale. Je peux le dire d'autant plus facilement que je suis militant de la France Insoumise, donc on a eu notre phase populisme de gauche. Pour moi, tout n'est pas rejeté dans ça, mais bon, c'est un autre débat qui dépasse aujourd'hui. Après, il y a un point quand même assez important qui me semble, c'est-à-dire que, encore une fois, le point aussi, c'est à quel point ces idées-là ont imprégné la population. C'est-à-dire qu'en 2011, ce n'est pas parce qu'il y a eu le 18 octobre que les Tunisiens munis d'un bulletin libre d'aller voter ont voté pour les islamistes. Et d'ailleurs, à peu près 30 à 40% d'entre eux, les mêmes qui ont voté islamiste en 2011, ont voté Nidet Tounes. C'est-à-dire qu'il y a aussi un questionnement sur la société. On a très longtemps loué, je me suis toujours inscrit en faux par rapport à ça, on a très longtemps loué l'empreinte du bourguibisme dans la modernisation du pays. Évidemment, si vous allez comparer la situation du droit des femmes en Tunisie par rapport à l'Arabie Saoudite ou à n'importe quel pays arabe, Liban compris, il n'y a pas photo. En revanche, le problème dont nos élites devraient s'emparer, c'est cette réforme par le haut. Exactement ce qu'est en train de faire de manière conservatrice et donc en miroir aujourd'hui Kais Saïed. C'est-à-dire qu'une personne d'en haut pense qu'il suffit de changer le cadre législatif. Bourguiba pensait ça. Et Kais Saïed pense ça aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va changer les normes et après, ça va être la fameuse théorie du ruissellement, mais appliquée aux mœurs, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on a cette vision un petit peu horizontale qui, pour moi aussi, est fondamentalement conservatrice, qui pense que dès lors qu'en haut, on va changer les règles, nous, pendant 10 ans, moi, j'étais très content et je racontais à mes amis que dans le 20h d'une grande chaîne de télévision à Tunis, il y avait une fille qui était invitée du JT, qui dit « Oui, moi je suis lesbienne ». Un truc totalement inimaginable dans n'importe quel autre pays arabo-musulman, et on était content. On avait la première loi criminalisant la violence faite aux femmes et la première loi criminalisant le racisme. On était très contents, entre bobos. Mais il faut vraiment le dire. Entre bobos, on se faisait plaisir. Ah bah tiens, super, exactement. L'écriture inclusive a été importée en Tunisie et totalement arabisée. Ok, très bien, c'est super, c'est génial. Ce qu'on voit aujourd'hui, on a vu des scènes de pogrom anti-noirs malgré cette loi. On a vu des personnes dire de manière totalement décomplexée leur supériorité en tant qu'arabo-musulmans par rapport aux Noirs. Enfin, tout ça, c'est dit dans les médias. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de changer le cadre. On ne sait jamais, et ça, c'est une constante, on ne s'est jamais intéressé à l'imprégnation de ces idées par la population générale. Oui, après 50 ans de bourguibou-benalisme, les Tunisiens, non, ils n'ont pas reçu des virements des Qataris, sont allés voter majoritairement pour les islamistes. Alors, moins qu'en Égypte, on peut toujours se faire plaisir, mais en réalité, il y a une société conservatrice. Et déjà avant le tournant conservateur des années 2000, déjà on avait une société conservatrice, on ne voulait pas le voir. On se faisait plaisir, on faisait des colloques, on invitait les bailleurs de fonds occidentaux pour leur dire c'est super tout ce qui se passe, vous voyez, on a démocratisé, on a libéralisé. Là. Et après, on voit ce que c'est. Pour moi, c'est un point fondamental qui me rassure aujourd'hui, c'est-à-dire que je pense que la révolution néoconservatrice ou conservatrice qu'essaye d'imposer Kais Saïed
ne passera pas aussi facilement, mais il y a un terreau conservateur qui n'a jamais changé, voire qui s'est radicalisé, qui va forcément se radicaliser. C'est très important aussi. On peut blâmer les acteurs politiques matin, midi et soir. La démocratie, c'est aussi l'expression populaire. Si on veut que le peuple aille vers plus de progressisme, il ne faut pas lui pondre des lois et lui dire tu te débrouilles avec. Voilà. Bien. Après ce fructueux dialogue entre vous, je crois qu'on va l'ouvrir plus largement, à la fois aux personnes qui sont en ligne et aux personnes qui sont présentes. Je ne sais pas si on a des questions en ligne pour le moment. On va voir déjà en présentiel quels sont les... je crois qu'il y a un micro qui va se promener. Là, je crois qu'il y a quelqu'un. Je précise simplement... des questions, pas d'intervention. On ne sait jamais. Voilà. Non, allez-y, si elle est courte, on est dans le dialogue, je vous en prie. On ne va pas vous priver. Non, c'est pas une censure, attention. Je vous remercie pour vos interventions très pertinentes que je trouve. Je vais juste dire que peut-être la date clé aussi pour comprendre la situation aujourd'hui en Tunisie, c'était toujours le 25 juillet, mais 25 juillet 2019. La date de décès de Béji Raïd Sebsi. Parce que Béji Raïd Sebsi, qu'on a représenté comme si c'était un socle sur lequel repose la Tunisie. Ce n'est pas un homme idéal, mais il avait réussi à fédérer l'État tunisien, ça veut dire la classe bourgeoise qui a fait des écoles, comme vous voulez dire, en France, qui est revenue en Tunisie, toujours travailler pour l'État tunisien. Donc il gardait en fait ses compétences, mais aussi il était convaincant pour le peuple tunisien. Dans le sens, il avait ces petites mots, ces petites phrases qui débloquent beaucoup de situations. Et la preuve qu'en 2014, le Nédertoul, ça veut dire le parti de Raïd Sebsi, était majoritaire par rapport le parti islamiste. Donc dire que la Tunisie, la société tunisienne est conservatrice en totalité est un peu faux. Alors pourquoi elle a gagné en 2011? Parce qu'il y avait un peu de pitié pour le mouvement islamiste, parce que Ben Ali, il a beaucoup massacré, entre guillemets, en fait, ce parti politique. Donc le peuple tunisien s'est dit, bon, pourquoi ne pas essayer ce parti politique, mais donnons-lui la chance. Mais il a failli à son pouvoir, il n'a pas été compétent. Donc après, il a choisi la voie de Béji Raïd Sebsi, qui était dans la continuité de l'esprit de Bourguiba, bien sûr, mais il y avait toujours cet esprit de continuité, et surtout que les institutions ne sont pas bloquées. Donc avec la disparition de Béji Raïd Sebsi, il n'y a plus d'offres pour les Tunisiens. C'est ce qui explique aujourd'hui qu'il y a uniquement 10% ou 12% qui se déplacent pour faire le vote. Quand ils disent que moi, devant moi, entre Kais Saïd et entre l'autre, l'homme d'affaires qui est toujours accusé de corruption, le choix n'est pas très large pour pouvoir se déplacer. Donc je trouve que malheureusement, et bien sûr, tout ça a été appuyé par le Covid, parce que pour la première fois, moi je trouve que l'État tunisien a arrêté d'être lui-même, dans le sens où avant, l'État tunisien avait toujours fait un choix propre à la Tunisie. Il a cru en ses propres moyens, ses propres compétences. Quand le soir, le Premier ministre tunisien a annoncé, 30 secondes, le Premier ministre tunisien a annoncé qu'il va prendre des mesures pendant le Covid. Il a annoncé qu'il va intervenir à 20h le journal. À 20h, le journal annonce qu'il a été reporté. Pourquoi? Parce qu'il attendait la décision d'Emmanuel Macron. Ça veut dire qu'il réfère à un autre gouvernement, aux décisions d'un autre gouvernement, pour pouvoir prendre des décisions en Tunisie. Donc c'est la première fois où l'État tunisien ne croit plus en lui-même, il ne s'adapte plus à ses paramètres, il a suivi en fait des mesures qui ont été prises en France par un pays riche, qui ne s'appliquent pas bien sûr en Tunisie. Et donc là, c'est un symbole que l'État tunisien vraiment s'est abstenu aujourd'hui et qu'il n'y a plus un socle commun pour les Tunisiens sur lequel ils peuvent se reposer. Voilà. Merci. Je vous remercie. Alors, une autre question, intervention, plutôt intervention. Je ne sais pas si le micro a bien marché, tu sais, j'ai l'impression qu'il était... Ah bon, je craignais que ça ne soit pas le cas. D'autres remarques? Ils vous ont convaincu à ce point-là? Je vous en prie. Il y en a deux. Après, vous pouvez répondre à cette intervention. Alors, je vous remercie également pour votre participation. Je vous remercie également pour votre discours que je trouve intéressant, mais il y a quelque chose que je me demandais, c'est-à-dire on peut parler effectivement de la détestation des partis, de l'apathie des Tunisiens vis-à-vis de la politique, mais je me demande quel est le rôle en fait que joue l'UGTD depuis le 25 juillet 2021. Puisque aujourd'hui, on est dans un contexte qui est très compliqué, mais par exemple, où était l'UGTD au 25 août, après la fin du premier délai où Kais Saïed avait tous les pouvoirs,
et également jusqu'à la Constitution, parce qu'on a très peu vu l'UGTT. Merci. Donc, deuxième point. On prend encore une ou deux remarques, questions. C'était la même question? Très bien. Est-ce qu'il y en a d'autres? Monsieur, allez-y. En ligne, nous avons des questions? La centrale syndicale UGTT, l'Union Générale Tunisienne du Travail. Merci beaucoup pour vos interventions. Alors, ma question se concentre davantage sur ce qui peut se passer depuis l'extérieur, parce qu'on parle beaucoup du contexte tunisien, mais je trouve que vous n'avez pas, peut-être que c'est plus le cas dans les textes, vous n'avez pas suffisamment abordé peut-être les ingérences étrangères, que ce soit au niveau diplomatique, au niveau culturel ou autre, qui ont pu peut-être aussi jouer dans les différentes politiques défendues par les uns et les autres durant cette décennie et depuis surtout récemment ces 2 dernières années. Bien, je pense qu'on peut prendre déjà ces trois questions. Vas-y, vous réagissez, répondez à ces trois remarques. J'essaie de répondre rapidement. On n'a pas dit que toute la société tunisienne est conservatrice. Mais c'est vrai que ça ne suffit pas de changer le cadre pour que le fond. Il y a eu une action sur le fond avec l'enseignement. Il y a eu des actions sociales sur le fond, mais ce n'était pas suffisant. C'est toujours une modernisation par le haut qui a ses limites. Et très vite, on a vu, mais depuis l'arrivée de Ben Ali, même du temps de Bourguiba, quand il a nommé Mzali comme Premier ministre, on a vu les limites de la modernisation par le haut, la réforme par le haut. La présence des islamistes, si les islamistes ont réussi en 2011, c'est parce qu'ils sont dans la société, ils travaillent la société de l'intérieur, même du parti au pouvoir, avec les associations coraniques financées par le pouvoir. Les journaux des islamistes étaient imprimés sur les presses du parti de Bourguiba, du vivant de Bourguiba. Donc il y avait... Mzali, hein. Voilà, avant Mzali, bien sûr. Oui, c'est avant, depuis 2000. Depuis 67, en vrai. Voilà, ça a commencé. Donc, c'est très important. Les limites de la modernisation de par le haut, c'est que celui qui modernise par en haut, quand il perd sa popularité, lui-même, il se met à remettre en cause sa modernisation. Je donne toujours un exemple. C'est Bourguiba, qui a fait passer l'article 8 de la Constitution contre les représentants de la Zitouna à la constituante, la première constituante, qui lui ont dit, Monsieur le Président, liberté d'expression et liberté de croyance, ça veut dire que l'athée a le droit de dire que Dieu n'existe pas. J'ai des amis communistes tunisiens qui étaient présents, ils m'ont dit, nous, on sait tout, Bourguiba, il a eu. Et en quoi ça vous gêne s'ils le disent? S'ils le croient, pourquoi ils ne le diraient pas? En quoi ça vous gêne? Bourguiba, qui en 61 ou 62 boit au mois de Ramadan en public pour dire que le combat suprême contre le sous-développement, le même Bourguiba, quand il est devenu président à vie en 74, modifier la Constitution, le même Bourguiba, le 25 juillet à Kérouan, 75, 25 juillet 75 à Kérouan, à l'occasion du Mouled, dit en régime présidentiel, le président c'est l'imam, désobéir au président c'est désobéir à l'imam c'est désobéir à Dieu et à son prophète. Donc, vous voyez, la remise en cause, elle a commencé par le pouvoir modernisateur lui-même, qui a aux limites qui a touché les limites de sa légitimité. Pour ce qui est de la démocratie, est-ce qu'on était prêt? J'ai lu le livre de Hassan Salami, La démocratie sans démocrate. Je fais un cours à l'université Saint-Gor sur la démocratisation dans l'espace francophone. Et dans ce cours-là, je commence par leur dire que le premier vice-président des États-Unis, le vice-président de George Washington, John Adams, qui est le deuxième président des États-Unis, était contre la démocratie. J'ai ces discours. Quand il était vice-président, les orateurs de la Révolution française étaient contre la démocratie, qu'ils accusaient d'être le gouvernement de la populace. Mais
c'est très important aussi de relativiser ça. Ce ne sont pas les démocrates qui font la démocratie, c'est la démocratie qui produit des démocrates, qui produit la société démocratique. Le jeu démocratique, ceux qui disaient que la démocratie, j'ai eu ce débat en Tunisie, la société n'est pas mûre pour la démocratie. Oui, mais c'est la démocratie qui va produire la maturité démocratique dans la population. Je crois qu'il faut inverser les choses, voir le rôle du processus démocratique lui-même dans la transformation de ceux-là même qui s'opposent à la démocratie. J'arrête là, je laisse la parole à Très bien. Oui, d'accord. Non, je tiens quand même à répondre à la première question. C'est aussi très important de comprendre que ce qu'on nous a présenté comme moderniste aussi, ça se questionne. C'est-à-dire que, juste pour donner un exemple très simple, en 2014, Nidé Tounes a présenté en tête de liste ici un ancien islamiste. Un ancien islamiste, Chauket, Khal Chauket, qui est un conservateur et qui, au moment où il était à Nidé Tounes, disait que c'est très important que, voilà, qui même présentait son parti comme un parti de droite, ce qu'il était d'ailleurs. Donc, c'est quand même important, c'est-à-dire que Beji Caid Sebsi était de gauche dans les années 70, était libéral, il faisait partie vraiment de l'aile libérale, si vous voulez, mais pas de gauche. Jusqu'à un certain moment, pas autant de gauche que Messiri, par exemple. Et, voilà, donc, et puis il s'est dramatisé avec l'âge, et surtout que là, il y avait des gens de gauche dans Nidé Tounes, mais Nidé Tounes n'était pas progressiste tel qu'on l'entend. Si vous allez le comparer aux islamistes, il est à la gauche des islamistes. Après, c'est aussi important de savoir qu'il y avait beaucoup de conservateurs. Si vous voulez, le seul lien autour de Nidé Tounes, c'était, et je pense que Karim voulait dire ça, le seul lien autour de ces gens-là, on a des gens du RCD, on avait des syndicalistes, des gens qui venaient de la gauche, et des gens qui venaient de la droite, mais qui ne le disaient pas comme ça, c'était le personnage de Beji Caid Sebsi. C'est lui qui était fédérateur. C'est-à-dire que postuler que la victoire de Nidé Tounes en 2014, ça voulait dire que son électorat était progressiste, c'est vrai dans certains... Alors, j'ai mal compris, alors. Parce que si, aux deuxièmes élections, le peuple tunisien continue à voter pour Nahda, alors là, c'est une preuve définitive que le peuple tunisien est conservateur. Donc, ça n'a pas été le cas. Donc, le peuple tunisien regarde ce qu'il y a comme offre. Le parti politique de Beji Caid Sebsi, ni la gauche ni la droite, c'est l'État tunisien. C'est dans l'esprit bourguibien que l'État tunisien doit continuer, que la nation tunisienne doit évoluer. Donc, pour lui, s'il fait une alliance avec Nahda et qu'on donne l'intérêt du futur tunisien, de la prospérité du pays, il le fait. La nomination de Chauket, pour lui, je pense que c'est un calcul électoral. Il dit, bon, je veux ramasser un peu à gauche et à droite, et donc comme ça, je gagnerai le pari. Donc pour lui, c'est vraiment, c'est un peu richelieu, un peu en la Tunisienne. C'est-à-dire pour lui, la raison d'État prime surtout. Oui. Donc, les Tunisiens l'ont suivi dans cet esprit. Enfin, ils l'ont suivi modestement quand même, parce que Nahda ne s'est pas effondré en 2014, c'est aussi important. Il ne s'est pas effondré. S'ils ont pu contrôler le Parlement, c'est qu'ils étaient deuxième, juste derrière. Il est devenu premier. Oui, il est devenu premier. Très bien, merci. Juste un point sur les GTT important quand même. Il nous reste 20-25 minutes. Il y a deux questions qui ont été posées, il y en a une troisième en ligne, donc on va répondre à l'UGT par exemple. À l'UGTT. Alors l'UGTT, il faut savoir que toute la classe politique, il y avait plusieurs fractures au sein de la classe politique, il y en a une supplémentaire qui s'est ajoutée le 25 juillet. C'est-à-dire que quasiment, y compris à Nahda, tous les partis se sont plus ou moins divisés en parts plus ou moins égales, et toutes les organisations, entre ceux qui ont soutenu sans réserve Caid Saïd, entre ceux qui ont soutenu plus ou moins jusqu'à un certain point et ceux qui étaient opposés. Et donc l'UGTT, qui est aussi le reflet de forces politiques essentiellement de gauche, c'est un petit peu le miroir de ça. C'est-à-dire que l'UGTT, c'est les nationalistes arabes qui, jusqu'à aujourd'hui, continuent de soutenir. C'est un acteur très important. On a parlé des islamistes, des modernistes. Les nationalistes arabes aujourd'hui et une gauche, tu en as parlé tout à l'heure, une gauche assez particulière, assez propre à la Tunisie, qui sont les patriotes démocrates, qui est un mélange entre, c'est des ex-maoïstes, nationalistes arabes. Donc vraiment, c'est très particulier, c'est très propre à la Tunisie. Donc, on a deux familles d'extrême gauche en Tunisie qui ne sont pas d'accord sur la nature même du système économique. C'est une vieille dispute, mais qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui sous des formes différentes. Donc, ces gens-là sont très puissants
au sein de l'UGTT. Donc et l'UGTT ne peut pas aller à l'encontre non seulement de ses adhérents, qui représentent une partie du peuple tunisien, et aussi de ses cadres. Donc l'UGTT doit constamment faire ce jeu d'équilibriste. Donc effectivement, à un moment, il était question que l'UGTT, elle a participé, elle s'est inscrite dans la campagne référendaire pour se prononcer pour ou contre le projet de constitution de Kais Saied. Et à la dernière minute, ils ont donné plein de signes pour dire qu'en fait, ils sont contre. Ils ont même proposé une contre-constitution. Et à la dernière minute, ils ont dit on laisse la liberté de choix à nos adhérents. Ça veut dire qu'ils n'ont pas pu résoudre ça en interne parce qu'il y avait une forte, parce que s'ils étaient allés, s'ils avaient joué à la démocratique, ils auraient même soutenu la constitution de Kais Saied, même si les cadres supérieurs, notamment le secrétaire général, étaient opposés à ça. Donc l'UGTT n'est pas à l'abri de la société tunisienne. C'est même l'une des expressions les plus importantes, pas parfaites, mais en tout cas les plus importantes de la société tunisienne. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'arrive pas à... En plus, Kais Saied veut la disparition de l'UGTT, il veut la disparition de tous les corps intermédiaires. Donc voilà pourquoi sa position n'est pas très claire. Une question complémentaire sur l'UGTT. Dans sa structuration sociologique, on représente le privé, le public, quelle catégorie sociale? Plus le public. Comment est-ce qu'on peut faire un bref schéma de ce qu'elle représente en termes... Plus la fonction publique. Alors, il y a le privé dans de grands secteurs, mais c'est surtout la fonction publique les entreprises publiques. C'est là où ils sont très forts. Mais le privé aussi, enfin, les grands groupes aussi. En proportion, c'est surtout le public. C'est le public, c'est important de dire ça, parce que ça veut dire... Oui, dans le même sens, pour l'UGTT, effectivement, elle est divisée, à l'image de la société tunisienne et à l'image des partis, tous les partis tunisiens, à tel point que, je ne sais pas si vous le savez, Hissène Abbès a publié cette année ses mémoires. Eh bien, ces mémoires sont boycottées par l'UGTT elle-même. Hissène Abbès, c'est celui qui a mené le dialogue national, qui a le prix Nobel de la paix. Et l'éditeur pensait qu'avec un ouvrage pareil, où j'ai participé à sa présentation, c'est une mine très importante. Si on peut le traduire en français, ce serait très bien comme livre. Eh bien, il y a une opposition au sein de l'UGTT à ce que le livre soit diffusé par le syndicat et à l'intérieur du syndicat. Pour vous dire l'évolution de l'UGTT. L'UGTT d'aujourd'hui, ce n'est pas l'UGTT du dialogue national. Ouais. Il y avait aussi une question sur les ingérences extérieures, hein, c'est ça? Ah oui. C'est important. Oui, et après, on passe à la question en ligne. Vous pouvez dire quelques mots sur les ingérences extérieures? Elles sont de nature différente, politiques, économiques, financières? Alors, les ingérences extérieures, ça a toujours existé. La Tunisie, c'est pas un pays coupé du reste du monde. En plus, c'est pas un pays qui pèse... Enfin, c'est un pays qui est très dépendant de son voisinage, notamment au nord de la Méditerranée, mais aussi de son voisinage direct avec l'Algérie. Donc, il y a toujours eu une forme de vassalisation, mais qui s'est beaucoup accrue avec l'Algérie. Aujourd'hui, le modèle, enfin, pas aujourd'hui, mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, le modèle suprême de Kais Saied, c'est Abdelmajid Tebboune, qui n'est pas non plus le président le plus... J'ai dit hier au cours d'une conférence, quitte à choisir entre dictateurs algériens, je préfère de loin Boumedienne à Tebboune. Voilà à quoi on en est... On en est limité. Donc la Tunisie, oui, ça a toujours été le cas. C'est-à-dire même le coup d'État de Ben Ali en 87, maintenant on le sait, c'est documenté. Il a eu l'aval d'Alger et de Rome pour une question de pipeline gazier, pour leur dire voilà, maintenant c'est un petit peu la panique, donc je vais reprendre les choses en main et vous allez avoir votre gaz. Après, on a eu donc l'ingérence qui était voyante, qui existait déjà, mais l'ingérence des pays du Golfe et de la Turquie, c'est-à-dire en gros Turquie-Qatar pour aller vite, qui soutenait plutôt les islamistes, sachant que le Qatar sait ne pas se fâcher, donc il a même soutenu, enfin le Qatar a soutenu à peu près tout le monde, c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Les Émirats, l'Arabie Saoudite, très anti-frères musulmans, donc ils ont soutenu à chaque fois qu'il y avait une force qui se proposait d'être contre les islamistes, ils les ont soutenus. La France, évidemment. Alors après le 25 juillet, on a l'Allemagne aussi, à travers notamment les fondations.
Tout ça. Le gouvernement des technocrates, c'est les Allemands. Et le gouvernement des technocrates, effectivement, Mahdi Jama, c'était vraiment une empreinte allemande quand même très. Bien qu'il soit franco-tunisien, donc on aurait pu penser que c'était le gouvernement français, mais c'était plutôt le gouvernement allemand. Donc il y a eu ces ingérences, notamment via les ONG, donc d'où le discours très virulent aujourd'hui contre les ONG. Après le 25 juillet, jusqu'à il n'y a pas longtemps, parce qu'encore une fois, vraiment la donne palestinienne peut anéantir toutes nos analyses, mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, il y avait une sorte de consensus autour des pays qui pèsent en Tunisie sur l'intérêt de garder Kais Saied. Beaucoup de diplomates disaient, pendant 10 ans, y compris des diplomates occidentaux, qu'il faut un pouvoir stable, traduction, un pouvoir fort. Évidemment, c'est évident que les pays arabes sont bien contents que la seule anomalie arabe, la seule anomalie démocratique ait été réglée par ce Kais Saied. Les Algériens, pendant très longtemps, on avait vraiment un exécuteur zélé des desiderata de l'Algérie. La France et l'Italie regardaient surtout la question migratoire et voyaient que c'était un très bon garde-frontière. L'Italie a pris beaucoup de pouvoir ces derniers temps. Meloni s'entend très bien, ce qui est assez logique entre fachos, on s'entend bien. Vraiment, Meloni a visité la Tunisie entre le mois de juin et juillet. Elle est venue 3 fois, enfin, ce qui n'arrive jamais. Les Italiens et les Algériens, quand ils se rencontrent en dehors de la Tunisie, ils parlent de la Tunisie. Alors on a un discours très souverainiste dès lors qu'on parle de la situation des droits de l'homme, mais que des pays disent on va régler la question en Tunisie, mais ils le disent avec cette brutalité, ça ne choque personne. Hein. Et donc tout le monde, plus ou moins, arrivait à s'y retrouver pour des raisons très, très différentes. Je pense qu'aujourd'hui, la donne va changer. Il y avait déjà un discours anti-occidental sur la question des droits et des libertés, de quoi ils se mêlent, etc. On a refusé plusieurs eurodéputés, on leur a interdit la venue. La commissaire des droits de l'homme à la justice devait venir en mai pour constater l'état de l'assujettissement de la justice au pouvoir exécutif. Elle a été mal reçue. Et là, clairement, il y a, y compris au sein des ONG plutôt occidentalisées, il y a un discours pour dire non, on ne peut plus travailler avec des bailleurs de fonds qui encouragent ou qui voient d'un bon œil les massacres qu'il y a à Gaza. Donc il y a une totale reconfiguration. Il y a une position inédite de Kais Saied sur la question palestinienne qui va même au-delà de ce que dit l'autorité palestinienne. Et même du consensus plus ou moins qui existe. Lui, il parle de la Palestine, toute la Palestine. Je pense que même Kadhafi ne disait pas ça. Donc on a un grand bousculement géopolitique qui va s'opérer et on ne sait pas du tout comment ça va évoluer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Kais Saied est en train de profiter de ce qui se passe actuellement pour passer des lois liberticides. Il a une sorte d'union nationale autour de lui, ce qui met en avant la question palestinienne. Donc il y a vraiment des lois liberticides, il y a des lois antisociales, la loi de finances qui va passer. Tout passe parce qu'il a repris un petit peu du poil de la bête. Avant, il était, disons, comment dirais-je, populaire par défaut. Enfin, j'ai essayé d'expliquer les relents de sa popularité. Là, il y a quand même un sentiment, y compris chez ses opposants, y compris, j'ai vu des enfants de prisonniers politiques, de prisonniers d'opinion, dont les parents sont en prison juste parce qu'ils s'opposent à Kais Saied, le soutenir au moins sur la question palestinienne. Donc, il va y avoir une toute nouvelle donne dont il est trop tôt de parler aujourd'hui. On va prendre une question en ligne, si tu y as. En fait, on a 2 questions en ligne. La première, c'est comment faire une modernisation par le bas, sans un parlement. Et puis la deuxième, c'est la société civile tunisienne s'est divisée face à la venue au pouvoir de Kais Saied. Comment voit-elle la situation actuellement? Je n'ai pas compris la première question. Comment la démocratisation par le bas? Comment se fait la démocratisation par le bas? Comment faire sans parlement? Sans parlement. Ah, sans parlement. Et oui,
De toute façon, la démocratisation, déjà dans le Parlement, c'est par le haut. Si vous enlevez le Parlement en plus, donc non, je crois que la démocratisation par le bas, c'est les associations, les partis politiques, l'école, l'éducation, la vie associative et culturelle par le bas. C'est ça. Et culturelle, l'action culturelle, tout cela, donc c'est ça ce qu'on appelle la démocratisation par le bas. S'il y a une vie parlementaire, elle peut y aider, si une vraie vie parlementaire, elle peut y aider, mais s'il n'y a pas de vie parlementaire, c'est encore, on est encore plus dans le haut, mais il n'y a pas de démocratisation. Aujourd'hui, c'est le contraire. La remise en question de la démocratie. D'ailleurs, il n'y a pas eu de démocratie en Tunisie, il faut le dire. Moi, je dis à mes amis qui disent que Kais Saïd a fait un coup d'État. Oui, il a fait un coup d'État, mais pas contre la démocratie, parce que la démocratie, il n'y en avait pas. Je reconnais bien ton point de vue optimiste. Et la deuxième question, tu peux la répéter, s'il te plaît? La société civile tunisienne s'est divisée face à la venue au pouvoir de Kais Saïd. Comment voit-elle la situation actuellement? Je pense qu'on a plus ou moins répondu. Elle est assez... Bon. Alors moi j'ai une question. Ah non, il y a peut-être d'autres questions là. Moi j'ai deux questions. Je vous en prie. Il faut un micro. Alors oui, mais on a annulé les JCC pour une raison qui est les journées cinématographiques de Carthage, qui sont un festival de cinéma assez engagé, assez tiers-mondiste. On l'a annulé parce que malheureusement, quand on a des incompétents et qu'on a enfin j'aime pas le mot populiste, enfin je l'emploie pas dans ces termes-là, mais voilà, des démagogues si vous voulez, on a estimé que non, on pouvait pas, alors qu'en plus la Palestine devait être à l'honneur pour cette session, on l'a quand même annulé comme ça. C'est ça aussi le pouvoir personnel, c'est-à-dire que le président a estimé que aller à un stade de foot pendant que les Palestiniens meurent, c'est pas grave, parce qu'en plus ça permet aux foules de se défouler. Mais par contre, aller à un festival de cinéma qu'il estime élitiste, hein, pour dire les choses, voilà, il fallait punir l'élite. Ça, là pour le coup, c'est du populisme, c'est de s'en prendre toujours à cette élite qui est par essence corrompue. Et donc glorifier le peuple qui est par essence bon. Donc ça se voit vraiment sur le cas des JCC, c'est une expression. Donc oui, finalement j'emploie à dessein le mot populiste. C'est vraiment ça, on a annulé les JCC, on ne comprend pas pourquoi. Alors que c'est un festival engagé. Mais oui. Je crois qu'il y a une mise au pas des directeurs des différents festivals et il n'y a plus la liberté qu'il y avait auparavant. J'étais en Tunisie cet été quand il était la mise, les gens se pliaient, les ordres venaient d'en haut, le ministre lui-même recevait les directives de la présidence. Il n'y a plus de ministre de toute façon. Les fonctions de ministre, ça n'a aucun sens. Aujourd'hui en Tunisie, le seul ministre qui osait contester quelque chose sur le plan économique, il l'a limogé la semaine dernière. Donc c'est très important. Pour ce qui est de la question de la société civile, c'est vrai que la société civile a essayé de s'opposer à cette évolution autocratique du pouvoir et au démantèlement des institutions. Sauf que elle est aujourd'hui désignée, elle est dans le collimateur à travers la nouvelle loi sur le financement des associations et du coup on essaye de leur enlever tous les moyens. Quand vous avez une organisations comme l'UGTT ou comme l'UTK qui ont joué un rôle très important, ou comme l'Ordre des avocats qui ont joué un rôle très important pendant la période du dialogue national pour débloquer la situation, qui ne peuvent plus jouer le rôle qu'ils jouaient auparavant. Qu'est-ce que vous voulez de petites associations ou de petites organisations de la société civile? Je crois que c'est très important de... remarque? Non, je voulais juste dire que moi, je reviens d'une semaine à Tunis pour le festival Dream City et qui n'est pas simplement un festival de danse, de théâtre et autres dans l'espace public de la Médina, mais il y avait aussi chaque matin une matinée de débat public totalement libre sur des sujets pas du tout nécessairement consensuels. Et on n'a jamais vu la police. Et du coup, je
je pense qu'il y a des éléments de résistance qui plaident pour, disons, à certains endroits, des possibilités d'un discours différent. Et je pense que ces lieux-là sont très précieux parce qu'ils permettent voilà, d'exister dans l'espace public et dans le débat. Et donc, j'ai quand même, je suis revenue avec une image pas complètement optimiste, mais plutôt positive sur ce que peut faire la société civile, notamment dans le domaine culturel, mais aussi des droits de l'homme en Tunisie. Je vais répondre. Il y a exactement un an, j'étais à l'IREMO et M. Chagnolot me disait, je racontais que je revenais de Tunis où j'ai présenté mon livre à plusieurs reprises, où j'étais invité à quasiment toutes les radios, où je suis intervenu, etc., etc. Et il me disait peut-être que dans un an, vous ne pourrez plus le faire. Alors, de fait, aujourd'hui, moi, je ne peux plus rentrer en Tunisie. Pareil, un truc très simple. Parce que j'ai des amis qui sont aujourd'hui en prison et que le modus operandi, c'est arrêter quelqu'un, voir quels sont ses contacts, l'arrêter en vertu de la loi antiterroriste, hein, on ne va pas faire dans la dentelle, et voir. Il y a un climat de peur en réalité que nous connaissons. Moi, j'ai des gens qui viennent m'écrire en privé. Parce que moi, je me cache. Moi, j'arrive toujours. Il n'y a pas une semaine où je ne suis pas invité sur des médias en Tunisie. C'est-à-dire que les médias ne sont pas censurés. J'interviens en Tunisie. Je suis clairement identifié comme un opposant assez vif au régime. Je n'ai pas remarqué. Ouais. Donc, j'interviens quasiment toutes les semaines en Tunisie. Je continue à être invité, y compris sur des radios, par exemple l'équivalent de France Culture, la radio culturelle tunisienne, où je suis invité en tant qu'opposant. Pour que les choses soient claires, on est dans une sorte d'entre-deux. Après, on a vu revenir la peur. Moi, j'ai des gens qui m'écrivent, c'est très bien ce que tu dis, mais on ne peut pas... mais ils m'écrivent ça en privé, mais on ne peut pas le partager, par exemple. Pourquoi on a vu la peur? On a vu un déchaînement après les élections législatives où le président pensait qu'il allait être plébiscité, qu'on allait plébisciter son projet, etc. Et il a eu 11% de participation. Et donc, tout de suite après, il a commencé à arrêter des opposants en vertu de la loi antiterroriste sur des motifs mais délirants, qui risquent la peine de mort, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont peur. Et je peux les comprendre. Moi, si je ne rentre pas aussi, c'est un petit peu par peur. J'ai envie voilà, je porte des rayures, mais je n'ai pas très envie d'aller en prison. Donc, donc les gens ont peur. Donc, ça doit être beaucoup plus facile pour moi de parler de Paris, encore que. Mais c'est un petit peu plus facile de parler de Paris et de porter voilà, une parole. Après, il y a eu un dispositif législatif. Une loi anti-fake news. C'est vraiment ça qui a fait basculer les choses. Une loi soi-disant anti-fake news qui vous permet, qui peut vous valoir jusqu'à 10 ans de prison et 100 000 dinars, ce qui est une somme délirante en Tunisie, 100 000 dinars d'amende si jamais vous portez une fake news, un terme qui est très très vague. Et on a vu dans la pratique que les personnes, le régime vit vraiment des fake news, c'est-à-dire il y a des armées électroniques qui défendent le régime, qui calomnient, qui me calomnient, qui calomnient certainement Chérif, qui calomnient tous les opposants. Bah, moi, je n'ai rien. Ah, tant mieux, tant mieux. Tant mieux pour toi. Je ne te le souhaite pas, parce qu'il y a des horreurs qui se disent. Non, je veux dire, je ne lui prête pas attention. Non, mais juste pour dire, ces gens-là ne sont jamais inquiétés, parce qu'ils abondent dans le sens du régime. Oui, les personnes qui sont poursuivies, voire certaines d'entre elles arrêtées, et donc qui risquent ces peines délirantes, ce sont des personnes qui sont toutes, mais sans aucune exception, soit opposantes, soit dans le régime, mais comme c'est un régime qui ne porte pas sur un parti politique, c'est un régime de clan, etc., qui sont par exemple tombés en disgrâce. Exclusivement, il n'y a pas une personne, il y a des personnes qui sont très très connues, par exemple il y a une avocate qui calomnie matin, midi et soir, qui se fait inviter à la radio, à la télévision, qui a, à ma connaissance, qui a genre une trentaine de plaintes, qui pourrait être condamnée à 300 ans de prison si on appliquait cette loi, cette même loi. Elle n'est jamais, jamais inquiétée. On a des personnes qui ont des informations judiciaires, qui diffusent des informations judiciaires concernant les amis que nous défendons,
on apprend de ces personnes que le juge va décider telle sentence. On l'apprend avant même que les avocats des intéressés ne l'apprennent. Ces gens-là ne sont jamais arrêtés. Donc le message a été très clair et très très bien reçu. Si vous vous opposez à ce régime, si vous le dites, on va vous emmerder. Donc c'est ce qui se passe. Donc oui, aujourd'hui, vous pouvez écouter toutes les radios. Moi, j'écoute toutes les radios. Il y a un discours anti-président, anti-régime dans toutes les radios, sauf à la télévision nationale qui est vraiment redevenue une sorte de pravda à la gloire du régime. Et encore, le président n'est pas content parce que le JT, il porte la parole des opposants. Ça, il a convoqué la présidente de la télévision. Ce qui est bien avec lui, c'est que tout est transparent. Ce n'est pas des trucs qui se font... C'est-à-dire, il convoque la présidente de la télévision pour lui dire « Non, mais votre JT, il raconte pas les bonnes choses. Donc, changez. Il y a telle émission qui ne m'a pas plu. » Mais vraiment, il a fait ça. Donc, il y a un message qui est clair et net. Après, évidemment, il y a des gens qui luttent. Il y en a de moins en moins. Et Bourguiba Ben Ali, évidemment, je pense que Philippe en parlera beaucoup plus que moi, ce genre d'espace, avant c'était les ciné-clubs, c'est dans ce genre d'espace qu'il y a une parole, effectivement, où on peut avoir une sorte de parole subversive. Si Qais Saïd est le bon élève de Ben Ali, sachant qu'il est conseillé par des proches de Ben Ali, notamment le théoricien du régime de Ben Ali, un moment ou un autre, il va s'attaquer, comme il s'est attaqué au JCC, il va s'attaquer à ces expressions. Il le fait petit à petit. On fait toujours la métaphore de celui qui saute du 10e étage et au 3e étage, jusque-là, tout va bien. Donc non, effectivement, aujourd'hui, il y a une parole subversive qu'on peut encore écouter à la radio, mais les gens s'expriment à leur risque et péril. Et très, très régulièrement, des personnes qui portent ces paroles, tout de suite après l'émission, elles reçoivent une convocation du ministère de la Justice et on ne s'en cache même pas, c'est-à-dire que le président assume de faire ça. Bien, on a presque terminé. Un dernier mot, peut-être? Oui, sur l'histoire de la peur, moi je reviens de Tunisie, j'étais la semaine dernière, mais à chaque fois que je prends la parole, mes amis ont peur pour moi, on va t'empêcher de sortir, on va te faire ça. Et ils ne sont soulagés que lorsque je suis parti. Et je crois que je ne jette la pierre à personne, je comprends, les gens sont soucieux d'être libres et ils ont peur pour leur liberté, pour leur famille, je le comprends. Mais dès que la peur s'installe, moi je dis, quand la peur s'installe, le régime a déjà gagné 80% de la bataille. J'étais à la foire du livre où on a retiré des livres, les éditeurs ont fermé leur stand, des éditeurs tunisiens. Le lendemain, Qais Saïd. Ça marche aussi pour Ben Ali. Oui, c'est pareil. Le lendemain, Qais Saïd arrive et il ordonne que ces livres soient vendus et il se trouve que j'étais invité à la RTCI, la radio tunisienne culturelle. C'est ça, RTCI? Non, moi c'était Radio Culture, mais j'interviens aussi sur RTCI. Hein. Voilà. On continue à inviter. Il croyait, et c'était en direct, il ne pouvait pas me censurer, croyait, ah, vous avez vu, le président a ordonné la remise. C'est bien. Je dis, mais le problème n'est pas qu'il ordonne la remise. Le problème est dans la censure. Pourquoi les gens ont levé? C'est là le problème. Et vous croyez, je l'ai dit, vous croyez que si les éditeurs n'ont pas fermé leur stand, s'il n'y a pas une réaction, ils auraient pris cette mesure-là. Ils ont regretté. Ils n'ont plus posé la question, ils sont passés à mon livre. Dans la foire du livre, il y avait le collège de philosophie, le collège tunisien, qui a organisé une conférence sur philosophie et démocratie. Ils m'ont demandé d'intervenir. Et quand je suis intervenu, j'ai dit qu'on a des critiques, on peut faire des critiques à la démocratie sous ses formes anciennes et modernes, mais certainement pas les critiques que fait Qais Saïd pour remettre la démocratie en question. Moi, j'ai dit, Qais Saïd, certainement pas les critiques de Qais Saïd, les organisateurs ont sursauté sur leur siège et quelqu'un m'a dit, tu ne vois pas qu'il y a la police présidentielle dans la salle du livre? Précisément parce que je les ai vus, moi, quand ils sont venus retirer le livre. Précisément parce que je les vois, je veux leur montrer qu'on n'a pas peur d'eux. Je crois que c'est important aussi de leur montrer. La résistance est très importante. Et je n'exclus pas que ça puisse arriver. Hein. C'est des choses qui arrivent. Ça arrive à d'autres, pourquoi ça n'arriverait pas à moi? Ça m'est arrivé auparavant, ça peut m'arriver aujourd'hui. Mais je crois que c'est ce qui cherche.
installer la peur, que la peur nous domine et qu'on fasse plus rien. Je crois que l'une des victoires, l'une des batailles à faire, c'est contre nous-mêmes pour ne pas leur permettre de remporter cette victoire. On va rester sur cette belle conclusion. Merci à tous les deux. Et Tu vois que puis,